Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Equinox, bienvenue sur Etoudi 2011. Douala s'est réveillé ce matin avec la peur au ventre. Des coups de feu tirés depuis le pont d'Uvouri ont déchiré les aurores et entraîné des rumeurs des plus folles, plus alarmistes aux quatre coins de la ville. Ce soir, alors que se referme le 16e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 9 octobre prochain, la cité portière, capitale économique du Cameroun, a retrouvé son rythme régulier. Cependant, des questions subsistent, des interrogations s'amoncellent. Qui était-ce? Combien était-il? Que voulait-il? Quel crédit accordé aux différentes versions de l'histoire entendues ici et là? Quelle peut être la conséquence de cet incident dans le déroulé du processus électoral qui va nous conduire au 9 octobre? Que pensent les acteurs politiques engagés dans cette course électorale de cet incident? Des questions et encore des questions, je vous le disais, auxquelles nous soumettrons tout à l'heure nos invités en première et deuxième partie de cette autre édition d'Etoudi 2011. Et puisque je parlais d'invités, nous sommes gâtés ce soir. Deux candidats à l'élection présidentielle vont se relayer sur ce plateau. Fritz Ngor, le premier, est le candidat investi du MEC, le mouvement des écologistes camerounais, et le deuxième, Jean-Jacques Ekindi, réputé chasseur de lions, est le candidat du MP, le mouvement progressiste. Avant eux, Njoya Moussa, notre consultant permanent, et Faustin Djikam, journaliste directeur de publication de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique, commenteront et analyseront l'actualité forte du jour. Voilà pour le sommaire. Les développements, c'est tout de suite. Le journal de la campagne, nous allons l'ouvrir ce soir avec cette information donc de la matinée. Peur sur la ville de Douala, la ville qui s'est réveillée prise de panique. Un forcené a pris en otage le pont d'Uvouri, non identifié, un treillis militaire et armé. Il a tiré plusieurs coups de feu en l'air, bloqué la circulation pendant de longues minutes sur le pont d'Uvouri. Les accès est et ouest ont été paralysés. L'individu s'est jeté par la suite à travers le pont, depuis le pont, dans les eaux du fleuve à l'arrivée des forces de l'ordre et de sécurité. Steve Eboulet, Pierre Laverdier-Romban. L'élément n'est manifestement pas prêt. Nous espérons l'avoir dans un instant. C'est l'événement du jour, le fait du jour avec ce forcené donc qui a pris le pont sur le Uvouri en otage très tôt ce matin avec des coups de feu tirés en l'air pendant de très longues minutes. La circulation bloquée, un mouvement de panique qui s'empare de Douala. Des rumeurs qui circulent aux quatre coins de la ville annoncent des assaillants ici et là dans des endroits stratégiques. Finalement, au décompte final, un seul individu selon le communiqué du gouverneur du littoral. L'élément essayé de Pierre Eboulet et Pierre Laverdier-Romban. Ces véhicules qui font la file ignorent ce qui les attend sur le pont sur le Uvouri. À 500 mètres d'eux, le temps est donné. C'est un sauve qui peut. Un coup de feu vient d'être tiré en l'air pour disperser la foule curieuse. Sur le pont sur le Uvouri, les hommes mantenus règnent en maître. Les uns armés jusqu'aux dents, les autres inséparables de leur téléphone portable et font des va-et-vient. Au milieu de ce pont, ce véhicule jaune au pare-brise brisé. Il appartient à cet homme. Il fait partie des premiers qui ont vécu la scène, très tôt au premier chant du coq. On est arrivé ici vers 6h moins 15. Quand le type a mis une carina 2 pour barrer l'entrée, moi je disais aux clients que mais comment l'embouteillage commence si tôt comme ça là? C'est pourquoi nous on voulait jongler sur le rail comme ça là. Mais j'entends le coup de fouet, parce qu'il a demandé au type d'accoster là de lui remettre les clés. Il ne voulait pas. Il a tiré en haut. Le type a remis les clés. Il est passé voir le type qui a la personnel là. Il voulait faire la force. Il a tiré encore 2 fois en haut, il lui a remis les clés. Il est entré, il est arrivé sur moi. Il lui a remis les clés. Il a dit que nous on rentre. Que personne ne continue. On rentre à pied. Quand nous on rentre, tirer en désordre. Qu'en est-il alors des déclarations de l'homme en tenue en question avant son forfait? Qui étaient-ils? Ils étaient vêtus comment? Ils avaient quoi? C'était un militaire. C'était un militaire. C'était un militaire. Avec les trucs de FAL. Avec les FAL. En attendant d'en savoir un peu plus, son véhicule a payé le prix.
Le dit militaire a disparu avec les clés, raconte-t-il, laissant une voiture qui porte l'impact des balles. L'échange de tirs a été réel. Sous le pont, une patrouille du bataillon d'intervention rapide fait des navettes. Et sur le pont, les piétons se multiplient. Je sors de Penja, arrivé quelque part là, j'ai trouvé que toute la route était... De Penja, arrivé quelque part, j'ai trouvé que la route était bloquée. Bon, les véhicules sont... les taxis sont chers. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je devais continuer à pied. Certains ont dû garer leur véhicule pour continuer le trajet à pied. À l'autre bout du pont, de nombreux curieux attendent la vérité des eaux. La circulation est redevenue fluide sur le pont sur le Vouri. La mer continue de garder le secret des acteurs de la panique de ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Le pont sur le Vouri continue de porter le poids de sa vieillesse avec ses problèmes quotidiens, des multiples embouteillages. Ici Eric Ouamou, Equinox Télévision. Voilà, vous aurez corrigé par vous-même s'il s'agissait donc plutôt d'Éric Fernand Kouamou, qui est aussi descendu sur le pont après cet incident, s'y allait très tôt ce matin par divers moyens. Donc c'est ce forcené qui a pris en otage le pont sur le Vouri et a sémé la panique dans toute la ville de Douala. Le reste de la ville a été parcouru par la rumeur. On a annoncé ici et là un dispositif policier important. Nos reporters sont allés constater ce qu'il en était réellement sur le terrain. Voici le reportage effectué par Séverin Chouban et Fénelon Maobsen. Manifestement pas prêt lui aussi. Un tour de ville réalisé après l'incident signalé sur le pont du Vouri. Si c'est possible de l'avoir maintenant, Séverin Chouban, Fénelon Maobsen, le reste de la ville de Douala après cette folle panique. Les plus importants de concentration et de convergence des masses. L'ambiance ici est celle des jours ordinaires. Aucun dispositif particulier de sécurité n'est observé ici. Les populations, noyées entre le klaxon des véhicules et les différents appels de pied des conducteurs de mototaxis, continuent de vaquer librement à leurs occupations. Seulement, le souvenir des événements de Bonaberi continue de faire leur écho dans les mémoires. J'ai appris que ce matin, il y a un militaire en tenue qui a carrément bloqué le pont. Avec son arme, il a tiré, il a eu à faire tirer des balles en l'air. Ensuite, il s'est déshabillé, s'est jeté sur le pont du Vouri. J'ai appris par votre média, par la radio, qu'effectivement il y avait des gens sur le pont. Et qu'à un moment donné, on a tiré sur l'un d'eux et celui-là est tombé dans l'eau. Vers 8 ou 9 heures, nous avons entendu que bon, le reste était pratiquement parti. Ils ont laissé un gilet pare-balles avec une arme qui était sur le... Nous ne savons pas aujourd'hui si on les a arrêtés ou on ne les a pas arrêtés. L'histoire, chacun la raconte à sa façon. La controverse entre autour des événements de Bonaberi. Officiellement, le gouverneur de la région du littoral, dans un communiqué, indique qu'il s'agit d'un individu en uniforme militaire qui a interrompu la circulation sur le pont du Vouri, mais qui a été repoussé grâce à la prompte réaction des forces de maintien de l'ordre. Et au carrefour Yassa, à environ 7 km de Ndokoti, presque à la sortie de la ville de Douala, les populations n'en savent pas plus. Et même que sur 5 personnes interrogées, 2 seulement sont au courant du clash survenu sur le pont du Vouri. Compréhensible donc l'état de sérénité qui règne ici, au long ne signale aucun aménagement particulier de sécurité. Donc nous savons qu'il y aura la paix, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien, parce que c'est pas bien. Nous sommes pour la paix dans notre pays. Nous ne sommes pas pour les trucs qu'on voit dans le monde arabe là. Parce que la guerre c'est pas bien. Dehors de quelques frayeurs et autres remous observés à Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala 4e, les pendules indiquent plutôt une ambiance des jours ordinaires, quelque peu teintée par la mobilisation des acteurs en cette période de campagne électorale pour la présidentielle de 2011. Depuis Bali, un quartier de la ville de Douala 1er, Fénelon Maobsen, Equinox Télévision. Voilà, je vous donne à présent lecture du communiqué intégral que nous avons reçu du gouverneur de la région du littoral. Le gouverneur de la région du littoral porte la connaissance du public de la ville de Douala et de l'ensemble de la région que ce jour 29 septembre 2011, autour de 6 heures, un individu non identifié, armé arborant un uniforme militaire, a interrompu la circulation sur le pont du Vouri grâce à la prompte réaction des forces de maintien de l'ordre sous l'encadrement des autorités administratives. L'assaillant a été repoussé, la circulation rétablie.
Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Le gouverneur de la région du littoral tient à rassurer les populations de la ville de Douala que le calme est revenu. Il les invite à vaquer paisiblement à leurs occupations, tout en leur indiquant que des mesures sont prises pour rechercher, identifier et interpeller cet individu. Voilà ce que nous pouvions dire de cet incident survenu sur le pont du Vouri ce matin. Nous allons prolonger tout à l'heure avec les commentaires de nos invités sur le plateau et même que nous allons interroger les candidats sur les conséquences que pourrait avoir cet incident dans le déroulement de la campagne et même au-delà, pour maintenant enchaîner avec les informations qui relatives de manière directe à la campagne électorale. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC tout azimut dans la région du littoral. Le parti des Flammes a procédé ce jour à l'installation des commissions communales en vue de battre d'un seul rythme la campagne qui devrait reconduire son champion Paul Biya à la magistrature suprême. Le reportage de Fabien Doumondois et de Serge Alaoto. Voici l'autre visage de Douala en cette journée que ses habitants ne sont pas prêts d'oublier. Après le vent de panique qui a soufflé ce matin sur les berges du Vouri, le RDPC, à travers la cérémonie d'installation des principaux responsables en charge de la conduite de la campagne présidentielle, a tenu à marquer sa présence en cette 6e journée. Ils auront donc entre autres mission de conduire les opérations sur le terrain et travailler pour la victoire de leur champion. Douala commence par ici, Douala premier, le Cameroun, le nom est sorti d'ici. Donc la charge est lourde, c'est une responsabilité grande, mais je sais que les hommes et les femmes qui l'assumeront bien. Répondant aux nombreux appels pressants de son peuple, Paul Biya a décidé finalement de poursuivre le contrat de confiance scellé avec le peuple camerounais qui le lui rend bien. Moi-même, je suis heureux qu'il ait accepté à nouveau de se présenter. Parce que j'avais peur. Il aurait pu nous dire que, écoutez, j'ai des enfants jeunes, une femme jeune, je vais m'occuper de ma femme et de mes enfants. Mais il n'est pas égoïste, il a décidé de continuer à le faire. Je crois qu'on doit d'abord le remercier. Ce nouveau mandat de 7 ans, le candidat du RDPC le place sous le signe des grandes réalisations. Plusieurs grands projets structurants démarreront dans les prochaines semaines sur l'ensemble du territoire national, notamment le pont à l'eau profond de Pundi, les barrages de Lombagar et de Membele et j'en passe. La caravane d'installation des principaux animateurs de la campagne dans l'antenne de Douala 2e a vu les premiers effets de l'accord RDPC-UNDP visant à soutenir le candidat Biya. Nous allons travailler ensemble et nous lui disons merci et nous allons convaincre nos militants un à un pour qu'on essaye de voter le 9 s'il plaît à Dieu massivement. Inch'Allah. Il ne reste donc plus aux nouveaux responsables d'entrer véritablement en action pour qu'au soir du 9 octobre, Paul Biya soit le choix du peuple. Les autres candidats continuent eux aussi à se déployer sur le terrain. Le PADEC de Jean de Dieu Momo s'est rendu hier à Mabanda, un quartier enclavé de Douala, c'est à Bonabéry, pour présenter son projet de société aux habitants. Le reportage de Julingui. Même en l'absence de son candidat Momo Jean de Dieu, le PADEC continue de se déployer sur le terrain. Ici, une partie de son équipe de campagne harangue des habitants de Mabanda. Sur scène, un militant du PADEC appelle les électeurs à se mobiliser pour un changement. Quelques présents accueillent favorablement le message. J'attends la paix, l'expression du pauvre, la contribution du pauvre par rapport à la construction de ce pays. Donc, qu'on écoute le pauvre, qu'on écoute les plus démunis. Et c'est exactement ce que j'attends. Nous voulons un président qui est attentif. Et ça, je vous dis, Jean de Timomo l'a bien compris. Le PADEC poursuit sa tournée en comptant sur un vote massif le 9 octobre prochain. Voilà, retour sur le plateau du direct avec nos invités, les premiers pour cette édition d'études 2011. Njoya Moussa, politologue consultant permanent sur cette émission. Bonsoir. Bonsoir Polycab et bonsoir aux téléspectateurs de Equinox Télévision ce soir. Faustin Djikam, journaliste, vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir Polycarpe et bonsoir à tous les téléspectateurs. Très heureux d'être là ce soir. Vous venez de Yaoundé. Naturellement. Et je m'en voudrais de ne pas commencer cette émission sans vous féliciter personnellement de cette nouvelle aventure éditoriale que vous avez engagée depuis quelques jours à la faveur de la mouvance de l'élection présidentielle au Cameroun. Il faut le dire,
Vous êtes en train de faire sur le terrain un travail assez extraordinaire. Et en tant que professionnel de la communication, je vous tire un coup de chapeau ainsi qu'à votre hiérarchie qui fait des pieds et des mains pour que chaque jour, chaque soir, nous soyons là et que les Camerounais soient de plus en plus édifiés sur ce qui se passe dans leur pays. Et moi aussi de vous remercier au nom de toute l'équipe de production, la grande équipe de production, toute la rédaction centrale d'Equinox Télévision et son réseau de correspondants à travers la République. Alors, je commence avec vous. Cet incident sur le pont du Vouri, faut-il le prendre au sérieux? Quelle est l'audience que vous lui accordez? Écoutez, Polycarpe et Somba, on ne peut pas banaliser ce qui s'est passé aujourd'hui au regard de l'actualité, au regard de ce qui se passe, au regard de ce qui attend les Camerounais dans les tout prochains jours. L'élection présidentielle est quand même un tournant décisif dans la vie d'une nation. Et puis, en tant que journaliste, nous avons une mission de service public, nous avons une mission d'éducation. Personne parmi nous ne peut accepter ce qui a tenté de se passer aujourd'hui. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Il ne faut pas qu'au nom de quoi que ce soit, et par devant tout, que des Camerounais arrivent à penser qu'il faille prendre les armes contre les institutions de leur pays. Ça, il faut refuser cet aspect de choses avec la dernière énergie. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible et c'est inacceptable. Et c'est le lieu pour moi, au travers de cette tribune que vous m'offrez, de rassurer les Camerounais que nous sommes tous épris de paix et les pouvoirs publics qui sont encore là ont pris toutes les mesures pour que la sécurité des hommes et de leurs biens soit garantie avant, pendant et après cette élection présidentielle. Alors, je pense que le combat doit se trouver plutôt dans les urnes. S'il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, eh bien, qu'ils passent par les urnes et non par les armes. C'est ce que je peux dire. Et je n'avais pas terminé, Polycarpe, excusez-moi, pour vous dire que ce n'est pas le seul incident de la journée. Je suis sûr que vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé à Limbé. Une grenade retrouvée dans... Deux grenades retrouvées avec 1 litre d'essence dans les locaux du siège de l'ECAM à Limbé. Je crois que c'est des choses qu'il ne faut pas, qui sont inacceptables. Ce n'est pas normal. Oui, Polycarpe, je vais aller presque dans la même lignée que Faustin, mais j'aimerais préciser une chose. J'ai eu à le dire sur ces antennes. Lorsque les citoyens, bien les entrepreneurs politiques, pensent que le jeu ne peut pas se faire par la voie électorale, ils peuvent être amenés à choisir des voies alternatives de participation politique, notamment par révolution. Ce qui interpelle les différents acteurs et parties prenantes au processus électoral afin que chacun essaie de faire aussi bien que possible son travail pour que nous n'ayons pas de prétexte à donner aux autres qui auront à déstabiliser le pays plus tard. Il serait très rassurant et facile que de dire le Cameroun est un pays de paix, les Camerounais sont épris de paix, et de balayer d'un revers de main ce qui s'est passé aujourd'hui sur le pont de Bonabéry. Ça peut être un an anodin, mais qu'il faudrait prendre au sérieux dans toute sa mesure. Pourquoi? Il faut rappeler d'abord premièrement que cet acte arrive après les cambriolages des ministères, après les assaillants de Limbé, de Douala, etc., après les prises d'otages de Bakassi, et surtout après un certain nombre de rapports tels que celui de International Crisis Group de 2010 qui ferait comme cela, donnerait des signaux alarmants sur la situation sécuritaire du Cameroun. Alors, connaissant l'état profond du pays où tout le monde vous dit faites vos élections, mais nous on aimerait seulement la paix parce que sans la paix nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, on ne peut pas manger, on ne peut pas vaquer à nos occupations et comme pour parler comme quelqu'un, sans paix il n'y a pas de développement possible. Sachant cet état de choses, j'interprète davantage ceux qui prennent part à tout ce processus, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile et surtout les autorités publiques, à faire preuve davantage de vigilance. Et je me dis que l'ECAM est allé un peu dans ce sens-là en proposant un code de bonne conduite aux différents acteurs prenant part au processus électoral. Tous n'ont pas signé. Tous n'ont pas signé et ceux qui n'ont pas signé peuvent comprendre davantage aujourd'hui, sauf à attirer la suspicion sur eux, la nécessité de devoir signer ce code de bonne conduite. Ça c'est deux. Deuxièmement, il faudrait dire que ce qui s'est passé sur le pont du Vouri aujourd'hui aurait pu
reproduire ce qui s'est passé à Sidi Bouziz en Tunisie, où un gars s'immole par le feu et par la suite, on ne contrôle plus les événements. Alors, justement, est-ce que le fait que cet incident soit survenu en pleine campagne électorale, a un sens? Est-ce que vous pensez que c'est pensé, ça procède, ça participe d'une stratégie bien huilée, ou alors c'est un hasard de calendrier? Je dirais, dans un contexte comme celui de l'élection présidentielle, avec les différents enjeux qui sont en cours, vaut mieux un excès de prudence et de méfiance qu'une moindre négligence qui risquerait d'être fatale. Donc, je prendrai le côté et le parti de considérer que ce qui s'est passé aujourd'hui sur le pont, c'est d'autant plus qu'on n'a pas encore retrouvé cet individu jusqu'à présent, est un acte pensé. Ça veut dire qu'il savait ce qu'il venait faire sur le pont, il avait ménagé des voies de sortie, pour preuve on ne l'a pas encore retrouvé jusqu'à présent. Et ce n'est pas aussi un hasard que l'armée qui est souvent présentée comme le socle de stabilité et de sérénité de la République, le socle de défense, ce sont les forces de défense de la nation. Ce n'est pas un hasard si certains militaires soutiennent des institutions en place qui s'offrent en ces pareils spectacles. Donc il faudrait dire certains militaires, bon, donc le symbole est là, la stratégie elle est assez décélable. Heureusement, je suis assez flatté de la prompte réaction des autorités. On va y arriver. Faustin Njikam. Alors, je parlais du moment, la campagne électorale. Ouais. Et pour vous, un militaire, enfin un homme entraîné militaire, on suppose que ça en est un, puisque ceux qui l'ont vu ont vu aussi qu'il avait un arsenal militaire, des armes et des douilles qui ne circulent pas dans l'épicerie du coin. Donc possiblement c'est un militaire. L'intention c'est de faire quoi? C'est de créer la pagaille dans les casernes, de donner l'impression que l'armée c'est d'élite un peu. C'est quoi à votre avis? Ben, je pense que ce n'est pas exactement ça. Vous savez, il peut y avoir des pluies de bottes dans les rangs. Il peut y avoir des brebis galeuses entre les militaires. Mais il se trouve que nous devons rappeler aux populations que le service militaire est un service particulier. C'est des gens qui travaillent sous le serment de la République. Ça veut dire qu'un militaire, quel que soit le degré de sa frustration, n'a pas le droit, en temps normal, en temps de paix, de prendre des armes contre les institutions de son pays, encore qu'il est considéré, il n'est même pas considéré, il est le garant même, de la sécurité de ces institutions-là. Donc, je trouve que ça était un acte. S'il s'agit d'un militaire, je pense que les enquêtes qui sont certainement en cours nous diront exactement de qui il s'agissait. S'il est effectivement question d'un militaire qui s'est permis ce genre de choses, eh bien, vous convenez avec moi que les pouvoirs publics prendront toutes les dispositions et les sanctions vont tomber. Parce que vous savez très bien qu'un militaire du rang, de ce rang-là, n'a pas le droit de sortir avec une arme et les munitions s'il ne les a pas consignées quelque part. Si son chef hiérarchique ne lui a pas donné l'autorisation de le faire. Alors, s'il s'est retrouvé là, à ce moment-là précis, comme l'a dit notre consultant tout à l'heure, s'il se retrouvait à cet endroit, ça veut dire que c'était un acte bien pensé. Alors, comment est-il parvenu à être là avec autant de munitions, avec une arme de guerre et tirant des coups de feu? Alors, la campagne a commencé depuis bientôt une semaine, et depuis tout ce temps, on fait le constat d'une campagne globalement timide, timorée, une entrée douce des candidats ici et là à travers la République. Est-ce que cet événement peut donner du sens, peut avoir des conséquences dans le déroulement de la campagne? Naturellement, vous voyez bien que si il y a quelques troubles liés à des personnes qui sont censées nous protéger, naturellement il y a une incidence sur le déroulement, sur le bon déroulement de la campagne sur le terrain. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une situation à ne pas négliger. Vous savez, nous sommes coutumiers ici au Cameroun de la banalisation des faits.
Mais ce qui est en train de se passer en ce moment n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. C'est pour ça que notre mission est de sensibiliser les populations sur les bienfaits de la paix et de leur dire que la vigilance dont parlait notre consultant tout à l'heure n'est pas seulement l'affaire des forces de l'ordre et des institutions consacrées. C'est aussi notre affaire à nous tous. Nous devons rester extrêmement vigilants. Et puis, il n'y a jamais de gagnant lorsque la guerre arrive. Et pourquoi ferait-on la guerre si on peut déjà sanctionner par les urnes? C'est ce que j'essaie de dire à nos compatriotes. Et si on peut s'exprimer comme on le fait ce soir, comme on est en train de le faire. Joya Moussa. Oui, je vais rebondir. Il faudrait que je pense... Sur les conséquences sur la campagne. Voilà, les conséquences sur la campagne électorale, véritablement, vous avez vu aujourd'hui à Douala, moi je suis un peu moins alarmiste. Le meeting du RDPC s'est tenu à Dedo, le PADEC a vaqué à ses occupations et un certain nombre d'acteurs politiques. Nous sommes à notre émission ce soir. Je veux dire, l'incidence sur la campagne électorale n'a véritablement pas été ça. Et il faudrait dire que... Mais la panique constatée dans la ville quand même. Voilà, et les rumeurs qui annonçaient Nyala, Ayassa, sur le pont du Mungo, des trucs comme ça. Je vous remercie d'avoir évoqué cette question de rumeurs. Il faudrait que les Camerounais fassent attention. Parce que, primo, il faudrait qu'on sache déjà que tout ce qu'on entend, même parfois par les médias, n'est pas toujours vrai. Combien de fois ce qu'on entend dans la rue? Il faudrait que les gens fassent attention et se disent qu'à chaque fois que je sors un mot de ma bouche dans le taxi ou bien sur la place du marché, les conséquences déplorables que cela peut avoir. Vous vous rappelez, il y a eu une petite catastrophe, bref, la catastrophe elle est toujours grande de toutes les manières, en Sam et Foulane. C'est grave, oui, grave catastrophe. Gravissime. Énormissime. Voilà, je prends ces parallèles-là pour expliquer quelque chose. Lorsque les enquêtes ont été faites, il a été avéré que c'est un monsieur qui était venu comme ça, il a dit... Comme vous ne voulez pas me laisser aussi prendre le carburant, mieux nous tous on paie, pas une bouchée d'allumettes. Je ne suis pas sûr que celui-là a survécu et vous avez vu ce que ça a produit. C'est la même chose. Un mot qu'on prononce, en faisant dire que à Yassa, on a déjà bloqué le pont, à la Dibamba, etc., on ne mesure pas les conséquences qu'une telle traînée de poudre peut engendrer dans un tel contexte préélectoral, surtout. Mais vous l'avez observé également dans les reportages, les populations sont restées relativement sereines malgré les mois qu'il y avait dans la ville. Et les mois étaient dus à quoi? Chacun disait plutôt qu'on espère que ça ne va pas dégénérer. Et c'est ça qui a été le plus intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart des populations que nous avons eu à consulter disaient nous on ne veut pas ce qui se passe au Maghreb, nous on ne veut pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous on veut que toute cette histoire se termine dans de bonnes conditions et qu'on va normalement à nos occupations, quel qu'en soit le vainqueur à l'issue des élections. Au-delà des coups de feu tirés, le monsieur en question aurait également déployé une banderole avec un message politique, donc il voulait probablement se faire entendre. Qui pourrait tirer avantage de cette situation? Tous les péchés à nos troupes. Vous savez, les péchés à nos troupes ne se retrouvent pas seulement dans le camp qu'on croit souvent. Les péchés à nos troupes se trouvent dans les deux camps. Et tous les pécheurs, et ceci fait appel à une notion très forte, la responsabilité. Il faudrait que les gens apprennent de plus en plus dans notre contexte à assumer leurs responsabilités. Et il faudrait que les enquêtes, parce que Faustin l'a évoqué tout à l'heure, comment se fait-il qu'ils se retrouvent avec autant d'armes, autant de munitions, et qu'ils se livrent à cette activité-là pendant près d'une heure de temps sur le pont du Vouri, sans que des dispositions particulières n'aient été prises. Alors il faudrait qu'on remonte la ligne de responsabilité, et que ces responsables-là, si possible, soient sanctionnés, parce que ce sont des personnes qui auraient pu nous mettre dans une véritable pagaille en cette journée. Ça, c'est donc. Et deuxièmement, qui pourra en tirer avantage? Je vous ai répondu aujourd'hui, l'ensemble des pécheurs à notre troupe. Vous avez vu, on a parlé d'un certain nombre d'acteurs qui ont été recalés, par exemple, pour la participation aux élections, qui ont dit qu'ils vont partager des tracts pour appeler. Il y a des gens qui ont envoyé des tracts et des communications par Internet pour nous faire savoir qu'on doit approvisionner nos frigos, nos congélateurs, parce que ça peut dégénérer à tout moment. Bref, il y a un certain nombre d'acteurs, pas forcément dans les camps qu'on peut soupçonner, qui dessinent le diable sur le mur et comptent en tirer largement profit au moment donné
où l'éventualité se présenterait, alors il faudrait que les gens sachent, après la guerre, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant, il y a seulement ceux qui sont devenus quelquefois beaucoup plus riches et une large majorité de la population qui s'est appauvrie et garde des séquelles souvent pendant des décennies. Alors nous sommes rendus à 21h, un peu plus de 30 minutes. C'est l'occasion de rappeler à nos autres confrères qui doivent intervenir tout à l'heure pour interviewer le premier candidat invité de ce plateau, Fritz Ngor Djumec, qu'il gagnerait à se dépêcher parce que je ne les vois pas encore. Donc Suzanne Kalalobé et Omer Mbadi au Tabela voudraient bien nous rejoindre parce qu'on va très bientôt enchaîner avec le premier candidat qui lui est déjà dans nos studios, Fritz Ngor Djumec. Alors, vous parlez tantôt de la communication et de la réaction des autorités. Quelle est l'appréciation qu'on peut faire de la gestion de cet incident par les autorités administratives et surtout de la communication qui a été faite autour? J'ai lu tantôt le communiqué du gouverneur Fayengo Francis. Je crois que les autorités ont fait ce qu'ils devaient faire. Une réaction prompte à la hauteur de l'acte qui a été commis. Et le premier citoyen, le premier haut responsable de la région du littoral est descendu immédiatement sur les lieux et a tenu par ce communiqué à rassurer toutes les populations. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter parce que nous ne devons pas toujours être là tout le temps pour critiquer. Quand c'est bien, nous devons avoir le courage de dire que c'est bien. Quand c'est pas bien, nous devons aussi avoir le courage de dire que c'est pas bien. Aujourd'hui, ça a été bien parce que de façon prompte, ils sont descendus sur le terrain, ils ont calmé ils ont repris la situation en main et ils ont calmé les populations. Je trouve que c'est quelque chose d'apprécier, c'est des encouragements qu'il faudrait les adresser, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ils savent mieux que nous que c'est une situation qui ne devrait pas s'arrêter là. C'est une situation qui doit continuer. Les dispositifs de sécurité dans les centres urbains ainsi que dans l'arrière-pays doivent être renforcés. Et j'en appelle aussi toujours à la grande vigilance de nos populations. Parce que, vous savez, c'est trop facile de parler de paix, mais c'est aussi facile que la guerre arrive. Il suffit, comme expliquait notre consultant tout à l'heure, qu'une bûchette d'allumettes éclate de façon maladroite et puis c'est parti. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faudrait que ce soit maintenant, que ce soit le jour de l'élection et que ce soit après, que les Camerounais continuent de vaquer calmement à leurs occupations. C'est tout ce que je peux dire. Vous savez, lorsque j'ai eu l'information, j'étais sur la route. J'étais en train de venir ici à Douala. Je suis parti de Yaoundé très tôt ce matin. Pour cette émission. Voilà, pour cette émission. Et vers 7h30, alors que j'étais aux alentours de Boumniebel, j'ai eu un coup de fil d'un collaborateur qui travaille ici à Douala et qui m'a dit qu'il paraît qu'il y a une mutinerie qui est en train de commencer. Carrément. Oui. Alors, la première chose que j'ai dû faire, c'était d'appeler quelques responsables de la ville, au premier rang desquels d'ailleurs votre directeur général, qui était même déjà debout et qui a essayé de me rassurer. Parce que c'était la panique dans le bus. Je vous dis, c'est quelque chose qui est arrivé sur la route, c'était la panique totale. On ne savait pas s'il fallait continuer sur Douala ou bien s'il fallait rentrer, puisqu'on nous faisait comprendre que non, même à Yaoundé, déjà, on prend déjà des dispositions pour que tout soit bloqué, et qu'à Douala, on ne pouvait pas entrer ni par l'ouest de Douala, ni par le nord. Alors vous trouvez que pour quelqu'un qui voyage, le matin, on était dans la panique. Heureusement que quelques heures après, quelques minutes après, il y a un coup de fil, toujours de votre directeur général, qui m'a rassuré. Il me dit, mais écoute, tu peux venir, la situation est sous contrôle. Ah, il est bien informé, lui. Alors, Njoya Boussa. Oui, moi j'aimerais dire, au cas où cette histoire donnerait des idées à un certain nombre d'acteurs et d'entrepreneurs, au cas où cela leur donnerait des idées, il faut dire que nous avons vu des situations ailleurs où, par exemple en RDC, quand les Banyamulenge consorts sont rentrés avec Kabila en 97, tout le monde applaudissait, ils disaient c'était bien, enfin le dictateur est chassé, Mobutu, 30 ans de pouvoir, on en avait 40 ans de pouvoir, on en avait marre, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? Ces populations-là ont déchanté. On a vu que la paix, la démocratie
et le développement ne viennent jamais grâce aux armes. Pas du tout. Il n'y a aucun exemple. Vous avez vu, je vous prendrai même la Révolution française. Mais la Révolution française, c'est 200 ans de pagaille. Une interminable souffrance pour le peuple français. Vous voyez les affres du directoire sous Robespierre et consorts. Donc, dans aucun cas dans l'histoire, la paix, la démocratie autant pour moi et le développement ne sont venus par les armes. Il peut y avoir des révolutions pacifiques, c'est-à-dire des populations sortent dans la rue, écrivent leur ras-le-bol, tel un référendum, tel un peuple mobilisé, et disent, nous on ne veut plus de cet homme comme notre chef, on aimerait bien le changer, et alors là, la démocratie peut véritablement advenir. Mais, avec le chaos, vous avez juste des seigneurs de guerre comme les Fodé-Sanko et consorts, qui vont venir piller les mini-richesses que nous avons ici au Cameroun, et vous aurez les enfants soldats, les vieux, des femmes, des milliers de réfugiés et un pays en total pagaille. Et comme dit souvent le commun des mortels, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir ce que François Giroud appelle dans la comédie du pouvoir l'instinct du tueur. Il faut plutôt avoir l'instinct de la paix et du rassemblement, du consensus. Et je pense que nous sommes dans une démocratie en construction. La guerre ne nous servira jamais à rien. Alors, la campagne électorale a continué malgré tout son cours. Bon an, mal an. Le RDPC s'est déployé à Douala aujourd'hui dans diverses communes. Quelques candidats aussi. On a vu un reportage sur le PADEC qui se mobilise en l'absence de son candidat, lui, présentement dans la région septentrionale. La campagne, comme elle va, Faustin Djikam, quel commentaire? Je trouve qu'elle est un peu mièvre. Oui, les programmes même sont un peu rachitiques aussi. Parce que lorsque vous observez très bien ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que du côté de l'opposition, il y a une très grosse impréparation. On ne sait pas ce qui se passe. Vous avez vu par exemple hier que sur le terrain, il y a des candidats qui se sont retrouvés avec quelques casiers de bière au milieu d'une dizaine de personnes en train de distribuer des bouts de papier. Et il y en a qui, dans une voiture, soit avec leur épouse, en train de faire, je ne sais pas, du porte-à-porte, mais quel genre de porte-à-porte. Donc moi je dis, en ce moment, il y a même une grande partie des candidats qui continuent à parler beaucoup plus de ce qui devait leur être dû que du programme alternatif qu'ils doivent proposer aux citoyens par rapport à celui du RDPC. Et puis du côté du RDPC aussi, c'est un peu la routine. On fait exactement comme ça s'est passé, comme par le passé, où on se contente d'un militant qui quitte un parti de l'opposition pour rejoindre le RDPC, et puis tout cela mobilise tout un secrétaire général du parti, avec toute son équipe, ainsi de suite. Je trouve que les Camerounais ont besoin qu'on leur dise, qu'on leur propose quelque chose de concret, alternativement à ce qui est fait dans ce pays depuis 29 ans. Voilà ce qu'ils attendent. Oui, mais Faustin, il faut on va introduire bientôt notre premier candidat. Voilà. Qui s'impatiente déjà. Il faudrait savoir, Faustin, que je l'ai relevé à plusieurs fois sur ces plateaux. Et hier, encore, il faudrait l'avouer que on ne s'attendrait pas véritablement à autre chose. Lorsqu'on juge l'ancrage, le déficit, et je le dirais toujours, d'ancrage idéologique de nos différents candidats. Parce qu'il faut le rappeler encore que la politique ne consiste pas en une somme de constats empiriques, c'est-à-dire que tout le monde peut faire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de c'est toute une machine qui doit être mise en place, d'abord pour faire des diagnostics véritables, mais également pour proposer un programme de société globale qui se tienne de point en point. Et pour cela, il faudrait que vous ayez une orientation idéologique claire. Ça veut dire, êtes-vous socialiste, êtes-vous de droite, êtes-vous de gauche, êtes-vous chrétien, démocrate, libéral, etc. Panafricaniste, etc. À partir de ce moment-là, vous pouvez, sur la base de votre ancrage idéologique, articuler les différents angles de votre programme. Mais aujourd'hui, vous avez des gars, à partir du moment où il a fini de dire Bia must go et dit qu'il n'y a pas de route, les centres de santé ne fonctionnent pas bien, il ne peut pas vous répondre concrètement.
Le système économique. Je ne vous coupe pas, docteur. Et, vous remarquez par exemple que ces derniers temps, les pouvoirs publics en place ont perdu le sommeil par rapport à l'insécurité. Mais depuis le début de cette campagne, j'attends qu'un des candidats monte au créneau et dise aux Camerounais, voilà ce que je propose. Nous sommes fatigués de l'insécurité dans ce pays. Le pouvoir qui est incarné par le RDPC n'a pas pu faire ceci, n'a pas pu faire. Voilà ce que je propose concrètement pour qu'on sorte de l'auberge. Très bien. Je n'ai pas entendu ça. Très bien. C'est un exemple. 2 minutes. Oui, pour dire que le temps de prendre notre invité et de tout à l'heure, je vais dire que, comme Faustin l'a dit tout à l'heure, même dans le RDPC, c'est pas la rose. Et je peux comprendre un peu parce que le RDPC aujourd'hui, je crois, peut-être essoufflé, parce qu'il faut voir qu'ils ont mobilisé toutes leurs troupes pendant près d'1 an pour l'intensification des inscriptions sur les listes électorales. Effectivement. Les ressources humaines et surtout les ressources financières, matérielles ont dû être mobilisées en grand nombre. Juste après cela, il fallait le congrès. Il fallait encore mobiliser les gens, cotiser de l'argent, venir soutenir son candidat. Et au sortir du congrès, il faut rentrer directement dans la campagne électorale. Je comprends aujourd'hui que la mayonnaise a un peu du mal à prendre de ce côté-là. Les moyens commencent à faire court. Franchement, vous ne pouvez pas... Et il y a un flou artistique qui est entretenu autour de ces moyens. On ne sait pas pourquoi, alors que c'est des choses qui sont bien pensées dès le début et qui devraient leur être dues. Merci Njoya Moussa. Merci pour cette autre, ces autres éclaircissements avec le brio qu'on vous connaît depuis le début de cette émission. Merci Faustin Djikam. Vous reviendrez tout à l'heure lorsqu'on va interroger Jean-Jacques Kindi. Ouais. On va donc vous libérer. Et avant de vous libérer, j'introduis Audrey Christelle Wanja qui, depuis 2 jours, nous fait le pointage du temps d'antenne déjà consommé par les candidats, les différents candidats sur ce plateau et sur les autres émissions, les journaux notamment, produits par Equinox Télévision. Quel est le pointage ce soir? Ce soir, pour la journée d'hier, pour ce qui est des journaux de 7h et 20h, de 7h à 20h, la campagne du RDPC a environ eu 4 minutes pour les reportages. On a eu des images de Maroua, de Yaoundé et même de Douala. Le Social Democratic Front et son candidat, donc Nidjon Fundi, qui était au marché central, a eu exactement 2 minutes 16 en images dans nos éditions des journaux. L'UDC, l'AFP et le MEC ont aussi été évoqués dans un reportage d'environ 2 minutes 10 secondes. Et dans l'émission, la spéciale Etoudi 2011, le RDPC a eu la part belle avec 4 minutes 38 secondes. Le SDF avec Nidjon Fundi à Bamenda, 1 minute 37 secondes. Sophoné à Douala, 2 minutes 7 secondes. Le SDF, le RDPC, l'ADD et la dynamique dans la MIFI, 2 minutes 8 secondes. Et pour ce qui est de la deuxième partie de cette édition spéciale pour la présidentielle 2011, Etoudi 2011, 4 représentants du RDPC et du SDF se sont partagés environ 1 minute 20 pour l'édition. 1h20? Oui, 1h20 parce que c'était 1h40 la deuxième partie. Et on considère que si vous, le présentateur, vous avez eu à les relancer pour environ 20 minutes, les 4 représentants de ces 2 formations politiques ont eu environ 1h20 pour présenter le programme politique de leur formation politique. Et on va dire que le temps n'a pas été équilibré parce que cela dépendait, j'y arrive, de la verve et même de l'éloquence des différents représentants de ces partis politiques. Il faut rappeler que le RDPC était représenté sur ce plateau par Hervé Emmanuel Kom et l'honorable Albel Ndjoké, et le SDF pour son compte avait Abel Elimbi Lobé et Célestin Ndjamen. Il faut dire que ça fait déjà 6 formations politiques qui sont passées sur ce plateau d'Etoudi 2011 pour la seconde partie. Nous avons donc le RDPC, le SDF, Paul Aya Abiné du PAP, le CPP de Kawala, Georges Nyandi pour le compte du Social Libéral
Congress et Albert Nzongan pour la dynamique. Et ce soir, Fritz Ngo du MEC et après lui, Jean-Jacques Ekindi du MP. Et demain, selon ce que nous avons convenu avec Bernard Mouna, l'autre de l'AFP. Merci Audrey Christelle Wanja. Je précise que cet exercice, c'est bien pour permettre le moment venu, au terme de cette campagne, de permettre à certains candidats de rattraper leur temps d'antenne quand il s'avérera qu'ils ont été lésés ou pas. Ouais. C'est pour permettre une certaine équité. Voilà, équilibre, équité, et on continue d'appeler les autres candidats à se manifester. Et qu'on puisse maîtriser leur plan d'action pendant cette campagne présidentielle. Très bien, merci à vous et merci pour le reste du travail que vous faites en dehors de ce plateau du côté de la régie. On va observer un petit break, le temps de la transition, introduire donc Fritz Ngo, candidat du mouvement écologiste camerounais. Il est plus de 13h et c'est presque un rituel ici au quartier d'Edo Douala. Fritz Ngo vient observer sa pause. Entre deux coups de fil et retrouvailles avec des parents, le candidat investi par le MEC. Non, je suis rentré de Yaoundé hier. Mouvement des écologistes camerounais n'a qu'une seule idée, convaincre pour faire mieux qu'en 2004. Ça sera axé sur le plan d'aménagement du territoire, parce qu'on ne peut pas aménager le territoire sans qu'on mette les balises, les normes écologiques. On ne peut pas construire des usines sans des normes écologiques. On ne peut pas avoir une grande richesse telle que nous l'avons aujourd'hui sans qu'on contrôle cette richesse, sans qu'on préserve la régénération de ces richesses-là. Donc je vous dis, sans écologie, sans la préservation de notre biodiversité, notre génération future ne pourrait même pas survivre. Né le 25 juin 1952 à Douala, Fritz Ngo est comptable de formation et jouit d'une expérience professionnelle qui l'a conduit à exercer dans les grands cabinets d'expertise au Cameroun et en Belgique. Rentré définitivement au Cameroun en 1994, après de nombreuses frustrations, il se lance en politique. Il choisit l'écologie. Les problèmes écologiques se portent avec acuité. C'est quand il y a éboulement de terre, quand il y a inondation, qu'on voit qu'il y a des problèmes. Mais je vous dis, rien qu'à savoir, je vous le dis honnêtement, à savoir que quand on rentre quand on roule et qu'on rentre dans les trous, que vous voyez là, les trous que vous voyez sur les routes, ça déchire les parois internes de notre organisme. Les gens ne savent pas. Marié depuis 36 ans, Fritz Ngo est à la tête d'une famille de 5 enfants et 3 petits-enfants. Il a su mettre en veilleuse ses idées pour faire du chemin avec Anta Gassagaï et former l'Union pour la République. Cette vision du consensus ne l'a jamais quitté. Il sait que les partis écologiques sont un appui pour les grands partis. Nous pensons qu'on peut toujours se rallier à... On a déjà tout vu en politique. On peut toujours se rallier à n'importe quel moment dans la vie politique. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je pense que aujourd'hui, tels que les problèmes de l'environnement s'opposent avec acuité, il est même normal qu'on se rallie à ceux qui vont gagner. Parce que nul ne peut prétendre gouverner aujourd'hui seul. Il faut toutes les mouvances. Je crois que c'est primordial et c'est important pour tout le monde. C'est par le Grand Nord que les idées du président national du MEC et par ailleurs représentant des partis verts africains dans le Global Green commenceront par être diffusées. C'est ça notre stratégie de campagne, c'est déjà prêt.